Yeah. La 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 la. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de l'émission Dimanche Politique. L'émission Dimanche Politique reçoit aujourd'hui Jean-Baptiste Natama, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions en ce qui concerne son engagement politique, ses relations également par le passé avec les autorités, notamment l'ancien président Blaise Compaoré, son idéal, sa vision du développement du Burkina Faso. On aura également des questions d'actualité à aborder avec Jean-Baptiste Natama. Bonjour Jean-Baptiste Natama. Bonjour Albert Nagrego. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup de gens ont entendu parler de Jean-Baptiste Natama. Nous également on en parle, mais qui est l'homme, qui est Jean-Baptiste Natama? On vous laisse présenter. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, Jean-Baptiste Natama. Au Burkina Faso, ici, j'ai commencé ma vie professionnelle par une carrière militaire qui a duré jusqu'en 90, où j'ai été radié de l'armée par les autorités de l'époque. Je dois dire que ce passage à l'armée a été riche en enseignements pour moi, dans la mesure où, depuis déjà l'école des enfants de troupe, en l'occurrence le PMK, j'ai été formé à la discipline et à la rigueur. Ensuite, j'ai eu l'occasion de montrer mon patriotisme à travers mon engagement dans la guerre de Noël en 1985, qui a opposé notre pays au Mali. Et au sortir de cette guerre, j'ai été décoré de la médaille d'or du flambeau de la Révolution par feu le président Thomas Sankara, médaille qui correspond aujourd'hui au grade de commandeur de l'ordre national dans les décorations actuelles. Et en 1990, j'ai été radié de l'armée sous le régime du Front populaire à cause de mes idées qui étaient plutôt ancrées vers le penchant sankariste, parce que souvenez-vous qu'après 1987 et les événements d'octobre, je dirais, il y a eu une démarche qui consistait à effacer pratiquement de la mémoire des Burkinabés tout ce qui s'est passé pendant la période de la Révolution, et un nettoyage des scories qui pouvait rappeler encore la Révolution dans l'esprit des Burkinabés, parce que pour bon nombre, la Révolution rimait avec le président Thomas Sankara. Et en ce moment, donc, j'étais à Gawa, au 3e régiment d'infanterie commando, lorsque j'ai été radié et reversé à la fonction publique pour emploi, ce qui m'a valu d'être affecté à Nouna, dans la province de la Kossi, comme agent de bureau, où je suis resté quelques années, le temps que, à la faveur de la démocratisation, j'ai été réhabilité, mais avec la décision de ne pas me réintégrer dans l'armée. Et donc, je me suis retrouvé ainsi au ministère des Affaires étrangères, à partir duquel, sur la base de ma formation de diplomate, sur la base aussi de mes connaissances et sur la base aussi de mon travail personnel, j'ai pu rejoindre très rapidement, en 1995, l'organisation de l'unité africaine au Burundi, dans le cadre de sa mission d'observation, avant de rejoindre l'Organisation des Nations Unies une année plus tard. Et je suis resté dans ce pays jusqu'en 1999, avant de me voir muté au Rwanda, où je suis resté également 3 ans. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles et d'engagement aussi au service du pays, j'ai démissionné de l'Organisation des Nations Unies pour revenir au Burkina Faso, notamment au sein du ministère des Affaires étrangères, où j'ai occupé la fonction de conseiller technique ou de conseiller diplomatique du ministre de la Coopération régionale de l'époque.
Ce poste, je l'ai occupé jusqu'en 2004. Et à partir de 2004, l'Union africaine m'a sollicité pour être son représentant spécial au Soudan pour le Darfour. Et donc j'ai dû quitter le ministère pour retourner au sein de l'Union africaine. Et de là, j'ai été le premier chef de la mission de maintien de paix de l'Union africaine au Soudan pour le Darfour. Je suis resté dans ce pays 2 ans, alors que le Burkina Faso avait adhéré dès 2004 au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mais se trouvait confronté à des difficultés pour son opérationnalisation. Il a été demandé, à l'époque, il y avait 3 ministères qui se battaient pour gérer ce mécanisme, en l'occurrence le ministère de l'économie et du développement, le ministère des finances et du budget et le ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale. Alors c'est ainsi que le gouvernement a demandé à chacun des ministres de présenter sur CV le candidat, enfin ou le cadre qu'il estimait être le meilleur de son département. Et suite à cela, j'ai été présenté pour le compte du ministère des Affaires étrangères en face à deux autres compatriotes des 2 autres ministères. Et c'est moi qui ai été retenu pour conduire le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Bon, il va sans dire que je n'étais pas candidat. C'est une proposition du ministère et j'ai dû, une fois de plus, par patriotisme, démissionner de ma fonction au sein de l'Union africaine au Soudan pour revenir servir notre pays. Mais j'ai dirigé le mécanisme avec détachement, avec sincérité et intégrité, ce qui a permis d'élaborer un rapport d'évaluation sur le Burkina qui était assez critique, qui mettait en évidence les véritables problèmes auxquels notre pays était confronté en matière de gouvernance. Il faut vous rappeler que le rapport dès 2008 soulignait clairement le caractère verrouillé de la démocratie dans notre pays, qui était un élément qui, s'il n'était pas pris en compte à temps, pouvait conduire à l'implosion sociale. Mais après l'UMAEP, dites-nous, vous êtes passé directement au poste de directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine. Oui, disons qu'après le MAEP, il y a eu une petite transition. J'ai été proposé par le président Jean Ping, qui à l'époque dirigeait la commission de l'Union africaine, pour seconder le général Sekouba Konaté, qui a été président de la transition en République de Guinée-Conakry, à son poste de haut représentant du président de la commission de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente. C'est donc dans cette phase de transition que Mme Zuma a été élue à la tête de la commission et m'a sollicité et m'a fait l'honneur de me désigner comme directeur de cabinet au sein de l'Union africaine. Vous êtes désigné, ce n'est pas une candidature où vous avez postulé? Non, ce n'est pas une candidature où j'ai postulé. Je dois dire que Mme Zuma, j'ai participé à son élection et de cette manière, elle a découvert en moi mon engagement panafricaniste et c'est aussi à cause de son engagement panafricaniste que je m'étais engagé à la soutenir. Et c'est sur la base de cela qu'elle m'a proposé d'être son directeur de cabinet. Du reste, je n'étais pas tout à fait favorable au départ parce que je m'étais beaucoup rapproché des Burkinabés, notamment de la jeunesse, et je pensais que m'éloigner encore du pays allait peut-être contribuer à créer... Vous voyez déjà votre carrière politique qui était en train de se dessiner, s'effriter? Non, pas tout à fait. C'était mon utilité sociale, c'est-à-dire en tant qu'individu, contribuer à l'éveil des consciences des Burkinabés, notamment la jeunesse, en attirant leur attention sur
les problèmes cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ça fait combien de temps que vous avez démissionné du poste de directeur des cabinets de l'Union africaine? J'ai démissionné à la fin du mois de mars pour répondre justement à l'appel de mes compatriotes. Comment se fait votre choix de cette carrière de diplomatie à la politique et que vous vous déclarez candidat pour la présidentielle d'octobre prochain? Bon, je dirais que la politique, on en fait tous les jours. Peut-être qu'on ne s'engage pas forcément en politique, sinon toute personne qui vit plus ou moins fait de la politique. Maintenant, en ce qui concerne mon engagement, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est d'abord de répondre à l'appel de mes compatriotes qui estiment qu'à ce stade de l'évolution historique de notre pays, il y a un besoin d'apporter du sang neuf, il y a un besoin de contribuer à renouveler la classe politique et que l'expérience que j'ai acquise à la fois au plan national et au plan international peut être mise au service de notre peuple qui se trouve aujourd'hui à la croisée du chemin. Oui, c'est un appel de la jeunesse, mais vous, quel est votre idéal? Bon, mon idéal, c'est d'abord en tant que patriote, c'est de ne pas rester insensible aux problèmes des Burkinabés, de ne pas rester insensible aux préoccupations des Burkinabés et de me dire que dans une société, il arrive des moments où l'individu doit pouvoir se sacrifier pour se mettre au service de sa communauté. Si tant est qu'il est outillé, il a la capacité de pouvoir apporter des solutions innovantes qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie de nos populations. Bien sûr que si j'avais un regard égoïste par rapport à ma propre situation, j'aurais pu décider de ne prendre aucun risque et rester fonctionnaire international jusqu'à prendre ma retraite et puis avoir une vie tranquille. Mais comment rester insensible aux difficultés auxquelles le Burkina est confronté, le taux de mortalité infantile qui reste encore élevé, le taux de mortalité maternelle, l'inaccessibilité à l'eau potable, à l'énergie, l'inaccessibilité à l'éducation dont le dysfonctionnement est connu de tous. Tout cela, ce sont des défis qui méritent d'être relevés et je ne pense pas que les expertises pour relever tout cela courent les rues. Si votre pays vous demande ou pense que vous pouvez apporter votre contribution, je me dis que le sacrifice en vaut la peine et c'est dans ce sens que personnellement j'ai décidé de sacrifier ma carrière internationale pour répondre à cet appel. Et vous estimez que vous êtes la solution aujourd'hui? Je n'estimerai pas que je suis la solution, mais je sais que je fais partie de la solution parce que ce que nous décrivons aujourd'hui dans le Burkina est le résultat de l'échec d'une classe politique. Et cette classe politique qui a dirigé notre pays sur presque 3 décennies assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ici. Et vous êtes responsable aussi? Non, je ne me sens aucunement responsable puisque durant ces 3 décennies, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été député, je n'ai jamais été maire, je n'ai jamais été conseiller. Est-ce que cette réticence ou du moins cette absence ne fait pas de vous aussi comptable quand on voit votre parcours? Alors on se dit bien que vous aurez dû le faire depuis longtemps. Je vous ai dit que j'ai été sanctionné. Ça veut dire que j'ai été marginalisé, j'ai été ostracisé. Et le système politique en place à l'époque ne pensait pas que je pouvais apporter une contribution autre que celle que j'ai apportée au plan professionnel et technique à travers les 2 postes que j'ai occupés, notamment celui d'avoir été conseiller et celui d'avoir été secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Oui, mais vous parlez de votre passage au Burundi, vous parlez du Rwanda, vous parlez des Nations Unies. Est-ce que vous n'avez pas été soutenu une fois par Blaise Compaoré? Jamais. Ce sont des postes que j'ai obtenu par recrutement normal. Je n'ai jamais été soutenu diplomatiquement en aucune manière par le système du Burkina et je défie quiconque de dire cela. J'ai été, je vous dis que je me suis construit moi-même et je crois que c'est ça qui a amené un certain nombre de jeunes qui ont eu l'occasion de me connaître à se dire, ben tiens, voilà quelqu'un qui en dépit de l'environnement difficile, a su se frayer un chemin, a su s'élever et a su construire une carrière. Dites-vous que pour moi, la vie est toujours
a toujours été un combat, a toujours été un défi. Je me mets permanemment au défi de relever tout ce qui se pose comme obstacle devant moi. Et c'est ça qui a fait que lorsque j'ai été sanctionné, radié de l'armée, j'ai estimé que l'armée, ce n'était pas une fin en soi pour moi. Pour moi, en tant qu'individu, une fois que j'ai eu le privilège d'avoir accédé à l'éducation, j'avais la possibilité en tout cas d'utiliser toute mon intelligence pour réaliser mes ambitions, et c'est ce que j'ai fait. Mais vous avez été réhabilité, n'est-ce pas? J'ai été réhabilité, comme je l'ai dit, en 2 phases. La première phase, c'était au début du processus démocratique dans les années 93, mais avec la décision ferme de ne pas me réintégrer dans l'armée. Puis ma carrière n'avait pas été reconstituée. Puis en 2008, il y a eu un décret présidentiel à travers lequel ma carrière a été reconstituée, et je me suis vu attribuer rétroactivement le grade de colonel parce que c'est le minimum auquel j'aurais prétendu si j'avais évolué normalement dans l'armée. Mais une fois de plus, cette réhabilitation n'était qu'administrative dans la mesure où il avait été signifié clairement que je ne réintègre pas l'armée. Qu'est-ce que vous faites de ce grade aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que Jean-Baptiste Natama est démissionnaire de l'armée? Moi, je suis un colonel, un ancien colonel de l'armée. Je considère que je ne suis plus militaire puisque j'ai décidé purement et simplement de me retirer de l'armée. Et cela, je n'ai pas attendu d'ailleurs le code électoral qui fait tant de bruit dans notre pays pour prendre cette décision. Mais il y a une note administrative qui reste en vigueur, n'est-ce pas? Laquelle? La note qui vous donne non, après la note, je suis allé au ministère de la Défense pour avoir une idée claire sur mon statut, parce que, comme je vous le dis, il y a eu trop d'incohérences par rapport à cette situation, parce que même le détachement, il y a 2 types de détachement. On vous détache parce que vous avez été appelé à une fonction politique au niveau de l'exécutif ou une fonction civile, et ensuite vous êtes détaché d'office par l'autorité. Et moi j'ai été détaché d'office par l'autorité, mais le détachement a une durée maximale de 10 ans. Mais je vous dis que j'ai été radié depuis 90, j'ai été détaché en 93 aux affaires étrangères, 10 ans ça fait 2003. Mais depuis là, je n'ai pas réintégré l'armée. Donc, ma situation était une situation inconfortable et injustifiable. Mais comme je dis, nous étions dans un état où certains citoyens n'avaient pas de droits, dont moi-même. Et donc, sur cette base-là, je ne me suis jamais plaint, je me suis plutôt battu en me disant, ces gens qui dirigent le pays exercent leur pouvoir avec abus, certainement, mais moi, ça ne peut pas m'empêcher d'évoluer. Et tant que je pourrais me battre pour exister et évoluer, je me suis battu. Et sur cette base, je ne me suis pas préoccupé de cela. Mais lorsque la discussion a commencé à se mettre en place autour de cette question, je me suis rendu au ministère de la Défense et à l'état-major pour savoir quel était mon statut. Et je puis vous avouer qu'eux-mêmes étaient incapables de me fournir réellement une réponse cohérente par rapport à mon statut. Mais pour éviter toute situation de confusion, j'ai rendu ma démission depuis belle lurette. Mesdames et messieurs, vous écoutez l'émission Dimanche Politique sur la radio Omega, 103.9 à Ouagadougou, 104.7 à Bobo Dioulasso. Merci de nous écouter partout dans le monde sur www.omegabf.net. L'invité des Dimanche Politique aujourd'hui, Jean-Baptiste Natama, candidat déclaré à la présidentielle du 11 octobre prochain. Jean-Baptiste Natama, on va rester toujours avec votre parcours. À vous écouter, on sent que vous avez vécu un passé difficile avec le régime Compaoré. Mais quelles étaient vos relations avec Blaise Compaoré, ou quelles sont vos relations avec Blaise Compaoré? J'ai vécu des moments difficiles, comme vous l'avez dit. En partie, c'était aussi dû à mon choix. C'est moi qui ai choisi de ne pas me ranger comme certains l'ont fait, comme beaucoup d'intellectuels l'ont fait. J'ai toujours pensé qu'un intellectuel doit assumer sa pensée, doit assumer ses idées et ses choix. Et moi, j'avais fait le choix de ne pas me compromettre, en remettant en cause mes convictions, tout simplement parce que j'osais espérer une promotion quelconque. Donc, sur cette base, vous vous retrouvez dans une situation où, pendant longtemps, vous êtes considéré comme un empêcheur de tourner en rond, vous êtes perçu comme quelqu'un qui est imbu de sa personne peut-être, quelqu'un qui ose défier l'autorité, mais à un moment donné, vous finissez par forcer le respect. Et je crois que
le président Compaoré, si on lui demandait ce qu'il pensait de moi aujourd'hui, il dira qu'il a un profond respect pour moi parce que nous avons fini par nous mettre dans une position où il ne pouvait penser rien d'autre de moi que apprécier ma valeur, apprécier ma détermination et surtout apprécier. Est-ce qu'il le faisait par téléphone ou il vous contactait, il vous rencontrait? Bon, nous ne nous sommes pas beaucoup rencontrés, sauf quand je dirigeais le mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'occasion des sommets auxquels nous participions ensemble. Et puis, bon, après que je sois allé à l'Union africaine, bon, en tant que personnalité africaine, il nous arrivait de nous rencontrer non seulement dans le cadre des réunions de l'Union africaine, mais aussi au détour de certaines rencontres à l'international. Et toujours est-il que nous nous sommes retrouvés dans une situation où, en tout cas, le président Compaoré, sans peut-être m'admirer, me respectait quand même. Et c'est ça qui était le plus important. Et comment il le manifestait? En tout cas, il me l'a déjà dit une fois, à sa manière. Hein. Où ça, à Addis Abeba? Oui, à Addis Abeba. Et donc, moi, pour moi, c'était une réussite parce que quand on pense qu'on va vous réduire au silence et que vous réussissez à transcender toutes ces difficultés et à vous faire une place au soleil et que vous finissez par forcer le respect de ceux qui le croyaient, je crois que c'est une œuvre qu'il faut saluer. Est-ce qu'il arrivait par moment que Blaise Compaoré vous contactait en tant que directeur de cabinet de la présidente pendant cette période de crise politique au Burkina Faso? Non, Blaise Compaoré ne m'a pas contacté pendant cette période de crise au Burkina Faso. Et d'ailleurs, même quand j'ai émis mon avis en tant que Burkinabé sur cette situation en janvier 2014 où je m'opposais à toute velléité de révision de la Constitution à travers l'interview accordée à vos confrères de Burkina 24. Il n'y a pas eu de contact entre lui et moi à ce sujet. Jean-Baptiste, notamment, est-ce que c'est pas le fait que vous avez connu Thomas Sankara en 87, disons même avant 87, il semble que vous étiez très très proche de Thomas Sankara, il vous admirait beaucoup. Est-ce que avec l'assassinat de Thomas Sankara en 87, cela a contribué à briser vos relations ou bien avant 97, vous n'étiez pas aussi proche? Nous étions des jeunes. Moi, j'ai pas connu Blaise avant Sankara. C'est clair que j'ai connu Sankara avant de connaître Blaise. Mais en 84, je me suis retrouvé à Pau comme animateur politique, la province du Naouri. Et Blaise était à l'époque le commandant du Sénèque, même s'il était ministre d'État, ministre de la Justice à l'époque. Donc, dans le cadre de ces déplacements fréquents à Pau, j'avais l'occasion de le contacter. Et il faut se dire quand même qu'en 87, ce qui s'est passé, pour beaucoup d'entre nous, nous étions très choqués de la manière dont les choses se sont déroulées. Peut-être que nous étions dans une naïveté idéaliste à l'époque, parce que nous étions également jeunes, mais nous ne pouvions pas comprendre pourquoi est-ce que des personnes qui étaient supposées être des amis, à la limite des frères, en arrivent à ce genre de situation. Mais je dois dire que personnellement, j'ai toujours pensé que quelles que soient les contradictions qu'il y a eu entre nous, nous devons privilégier le dialogue, nous devons privilégier le débat d'idées, et c'est le débat d'idées qui doit être le fil conducteur de toute relation qu'on aurait eue. Bon, à l'époque, malheureusement, c'était courant que on utilise des armes pour en découdre et régler des comptes. Mais ce que moi j'ai refusé d'accepter ou d'admettre, c'est que toutes les erreurs de la révolution soient reversées sur le compte de Thomas Sankara, alors que nous étions tous embarqués dans le processus révolutionnaire engagé. Et pour moi, un engagement se fait sur la base d'une conviction. Et pour moi,
Donc, si chacun de nous était convaincu à travers son engagement dans le processus de la révolution, les actions qui ont réussi sont le résultat ou devaient être le résultat d'une action collective et les échecs aussi le résultat d'une action collective. Donc, moi, nous devions être solidaires des échecs, mais aussi des succès. Et je n'admettais pas que l'on veuille coûte que coûte rejeter tout ce qu'il y avait comme échec sur la révolution, sur le camarade Thomas Sankara, alors que nous étions collégialement responsables de tout ce qui se faisait à l'époque. Sur cette base, je considère qu'il y avait une volonté délibérée de salir la mémoire du président, parce que moi personnellement en tout cas, j'y suis allé à la révolution en connaissance de cause et j'étais convaincu de ce que nous faisions en son temps. Jusqu'à preuve de contraire, je demeure convaincu que certaines des actions que nous avons menées à l'époque étaient les mieux fondées pour l'époque, pour le Burkina Faso, puisque l'histoire nous a donné raison plus tard. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez à Blaise Compaoré? Je ne lui en voudrais pas à titre personnel. On ne peut pas passer toute la vie à ruminer des rancœurs, parce que dans tous les cas, si vous êtes rancunier dans la vie, vous n'allez jamais retrouver la paix du cœur, puisque chaque jour que Dieu fait dans votre vie, à un moment donné, vous allez être victime de l'injustice ou vous allez être victime de l'incompréhension de certaines personnes. Bon, c'est à vous de savoir transcender ces moments-là. C'est pourquoi d'ailleurs, quand je me sentais indésiré, je me sentais maltraité pendant cette période post-révolution, je n'ai pas choisi de m'exiler, j'ai choisi de rester et de subir tout ce que je devais subir, mais en tout cas d'assumer avec dignité ce qui m'était imposé sur la base de mes choix. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que Blaise Compaoré est le suspect sérieux dans cette affaire de 15 octobre 1997? Bon, le suspect sérieux, je pense que ce qui est arrivé l'a été du fait de plusieurs personnes. Maintenant, comme je n'étais pas dans le secret des dieux, je me dis que c'est ceux-là qui n'ont pas œuvré à ce que la vérité se manifeste qui assument la responsabilité de ce qui est arrivé. Et vous ne comptez pas, vous ne voyez pas une responsabilité de Blaise Compaoré? Non, il fait partie de ceux-là qui n'ont pas contribué à ce que la vérité se manifeste. Parce que s'il il avait voulu que la vérité se manifeste, nous n'en serions pas aujourd'hui en train de nous poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, il assume sa part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé. Très admiré par Thomas Sankara, vous avez reçu la distinction de la guerre de Noël, comme vous l'avez dit tout de suite. Vous, quel était votre état d'esprit quand vous avez appris la disparition de Thomas Sankara? J'étais très choqué, puisque j'étais d'ailleurs à Pau, en convalescence. Je dois dire que la dernière fois où j'ai vu Thomas de mes yeux, c'était le 11 octobre 1987, au cours de la cérémonie de clôture de la réunion du comité Bambata que nous avions organisée dans le cadre de notre engagement pour la libération totale de l'Afrique. Nous avions organisé ce comité Bambata avec des représentants de l'ANC, de la SWAPO, de la ZANU-PF, du Parti communiste sud-africain, et de la RENAMO, et d'un certain nombre du MPLA, et d'un certain nombre de mouvements de libération, surtout en Afrique australe, dans le cadre de la lutte de libération qui prévalait là-bas, mais aussi dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. Et ce comité Bambata qui s'est réuni, qui était un succès, a été clôturé le 11 octobre. C'est à cette occasion que j'ai vu le président pour la dernière fois. Et je suis retourné à Pau, mais malade à l'époque. Et dans la journée du 15, j'étais en convalescence quand les camarades sont venus m'informer de ce qui s'était passé à Ouagadougou. Et évidemment, nous étions choqués et totalement déboussolés. Nous nous posions tout un ensemble de questions et je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu la réponse aux questions qu'on se posait. Justement, on dit le commando qui a éliminé Thomas Sankara est venu de Pau. Alors, est-ce que vous l'avez senti, vous avez senti son départ de Pau? Est-ce que vous avez senti quelques jours avant qu'il y avait quelque chose qui se tramait?
Non, je ne pense pas qu'il soit directement venu de Pau, hein. Bon, mais là, je ne peux pas affirmer. Je crois qu'à l'époque, il y avait un système de rotation au niveau du dispositif de sécurité. Et donc, c'est peut-être à la faveur de la rotation que ce commando a été constitué à un moment où, personnellement, je ne pourrais pas vous dire que je sais, puisque je ne suivais pas ces questions militaires. L'affaire Thomas Sankara avance. Sous la transition, on a assisté à l'exhumation des restes le 25 mai dernier en présence de Mariam Sankara à Ouagadougou. Alors, comment vous trouvez cette situation? Bon, le plus important, c'est que nous puissions avancer dans le processus de recherche de la vérité, puisque, quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas... le président Thomas Sankara est une grosse perte pour nous, une grosse perte pour l'Afrique. Maintenant, le plus important, c'est de veiller à ce que la vérité se manifeste, de telle sorte que nous puissions réhabiliter définitivement sa mémoire, même si jusque-là, sa mémoire qu'on a tenté de salir ne s'est pas assombrie, mais est restée quand même vivante. Il serait bon que nous allions vers un processus de réhabilitation officielle de sa mémoire, même si à un moment donné il a été déclaré héros national. Je crois qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour lui donner la place qu'il mérite dans le panthéon de notre histoire. Mariam Sankara et Maître Benouane Sankara étaient à l'Assemblée nationale française la semaine dernière pour demander l'ouverture des archives en France pour que la justice également puisse enquêter sur cette affaire-là. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux-là qui soupçonnent la France d'être aussi en complicité avec cet assassinat? Soupçonner serait de la spéculation, mais nous estimons que tout pays ou toute personne qui serait mêlé à cette histoire sombre de notre pays devrait coopérer pour que la vérité se manifeste. Parce que comme je le dis aujourd'hui, il s'agit plus de veiller à ce que la vérité se manifeste pour enfin éclairer notre peuple, éclairer les peuples africains et éclairer l'ensemble des progressistes à travers le monde. Et puis nous allons travailler à ce que la mémoire de ce grand homme soit redorée au plus haut pour les générations futures. Parce que le président Thomas Sankara a été un guide, il a été un modèle, il a été un exemple, et il serait important que toute l'histoire autour de sa vie soit connue de cette jeunesse africaine qui manque de repères aujourd'hui. Dimanche politique reçoit aujourd'hui le candidat déclaré, on va dire, Jean-Baptiste Natama, précédemment directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine. C'est avec lui d'ailleurs que nous parlons aujourd'hui de toutes ces questions d'actualité. Vous nous écoutez Yabobo Djulasso sur 104.7, à Ouagadougou 103.9, sur la toile www.omegabf.net. Jean-Baptiste Natama, la convention des Sankaris a eu lieu les 16 et 17 mai à Ouagadougou. On a vu que le CPR devrait participer à cette convention. Après, le CPR a claqué la porte. On dit que Jean-Baptiste Natama est sankariste. Par moment, on dit qu'il n'est pas sankariste. Aujourd'hui, est-ce que vous allez en campagne, vous allez à la présidentielle avec le chapeau sankariste ou vous n'êtes pas du tout sankariste? Je fais partie de ceux qui pensent que le sankarisme n'est pas incantatoire. C'est comme je l'ai déjà dit, on ne se proclame pas sankariste, on vit le sankarisme. On l'est, on est sankariste, on ne se proclame pas sankariste. Et ceux-là qui utilisent le sankarisme comme fond de campagne politique, c'est de mon point de vue indécent, parce que chacun de nous doit être jugé sur la base de son comportement. Et le président Thomas Sankara était l'incarnation d'un certain nombre de valeurs, des valeurs au premier rang desquelles il y avait l'intégrité. Et nous voyons des gens dont le comportement est totalement aux antipodes de ces valeurs-là, qui se clament sankaristes. Comme un écrivain le disait,
le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. Donc pour moi, le sankarisme, il n'est pas incantatoire. Ce n'est pas le fait de clamer, c'est le fait de vivre, de montrer. Et ce sont les autres qui jugent. On vous juge à vos actes, à vos propos, à votre comportement. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas des partis politiques sankaristes? Non, j'estime que... C'est pourquoi d'ailleurs je n'ai pas milité dans un parti, puisque je dis que avant de chanter le sankarisme, il faut le vivre. Et moi, je l'ai vécu. J'ai été un acteur de la révolution. Je pense que j'ai une légitimité par rapport à cela et personne ne peut me nier cela. Personne n'a le droit de m'empêcher de dire que je suis sankariste, si c'est ce qu'on appelle le sankarisme. Oui, donc aujourd'hui, vous vous considérez sankariste. Est-ce que si on doit tenir compte des idéologies ou des partis politiques, faut-il compter Jean-Baptiste Natama avec les partis sankaristes? Bon, les partis sankaristes, ça nous pose toujours problème parce que personne n'a pu codifier exactement ce que c'est que le sankarisme au plan politique. Et c'est un débat qui se pose au niveau des intellectuels. Quand vous demandez à un sankariste, quelqu'un qui se dit sankariste ou qui a un parti, qui dit qu'il est dans un parti sankariste, vous lui demandez, mais ce sankarisme renvoie à quoi? Je crois que chacun voit le sankarisme à sa porte comme tout le monde voit midi à sa porte. Donc, tant qu'il n'y a pas de codification, c'est difficile de dire oui, moi, je suis dans... cette codification, ça veut dire qu'il faut que vous vous retrouvez ensemble autour d'une union et puis décider comment codifier ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ce travail intellectuel qui devait être fait pour donner un contenu politique au sankarisme, donner une pensée au sankarisme, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Mais pourquoi vous avez manqué la convention? Moi, j'ai manqué la convention parce que je n'ai pas été officiellement invité à la convention, même si j'ai eu l'idée de ce regroupement des sankaristes. Pour ceux qui sont honnêtes, ils le savent, et qui sont dans le milieu, ils savent que l'idée a germé de ma propre personne. Mais par la suite, ceux qui ont pris en main le processus d'organisation n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la logique selon laquelle moi j'estimais qu'il y avait un travail de vérité entre nous, de vérité à faire entre nous, de manière à ce que chacun démontre sa sincérité et que chacun essaie de comprendre qu'il n'y a peut-être pas des gens qui ont plus de légitimité que d'autres. Comme je l'ai dit, le sankarisme n'a pas été codifié, n'a pas été bien défini et ça fait que la définition la plus simple pour moi, c'est la manière dont chacun se comporte. Est-ce que vous n'avez pas aussi eu peur qu'en allant à cette convention, vous pouvez ne pas être désigné comme le candidat des sankaristes? Non, je n'avais pas été... moi, je n'avais pas décidé moi-même de demander à être candidat pour les sankaristes. C'est la CPR-MP qui fait partie du collectif d'associations et de partis politiques qui me soutient, qui a proposé ma candidature. Mais quand vous allez dans des discussions et qu'il n'y a pas de sincérité dans le processus, il n'y a pas de transparence dans le processus, finalement vous vous retirez. Et la preuve, c'est que la CPR-MP est partie pour ne pas se sentir mêlée de ce qui allait ressortir de là, comme à la limite une sorte de décision marquée du sceau de l'hypocrisie, alors que chacun savait réellement que cette unité ne pouvait pas se faire parce que vous ne pouvez pas vous unir sur des bases qui ne sont pas franches, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas transparentes. Et la preuve, c'est que la CPR aujourd'hui, l'histoire donne raison à la CPR, on n'a pas eu besoin d'attendre plus d'un mois pour que ce qui se passe au sein de la Convention confirme que la CPR avait raison de remettre en cause le processus. Oui, vous voulez parler des divisions, des départs aujourd'hui de cette Convention, l'union qui vole en éclats. Alors, qu'est-ce que est votre point de vue de ça? Est-ce que vous pensez que c'est fini, les sankaristes ne pourront plus jamais s'unir? Non, c'était prévisible, comme je l'ai dit, si les bases ne sont pas claires. Quand vous allez à quelque chose et les bases ne sont pas claires, c'est ce qui finit par arriver. Maintenant, la raison est simple, c'est que derrière ce vocable sankariste, on trouve ceux qui sont des vrais sankaristes, ceux qui vivent l'idéal sankariste, qui se comportent conformément à l'idéal sankariste et ceux qui utilisent le sankarisme comme fond politique. Et sur cette base-là, je pourrais dire aujourd'hui
de toute façon, quel que soit le temps que ça va prendre, les vrais sankaristes vont se retrouver parce que c'est une communion de pensée, c'est une communion d'action, c'est une communion d'idées. Et on n'a pas besoin d'un cadre pour se rassembler. Facilement, on se retrouve entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui, si les démissionnaires viennent vers Jean-Baptiste Ntama pour qu'il crée une autre union, vous serez prêt à le faire? Tout ce qui peut rassembler, tous ceux qui croient en l'idéal progressiste, l'idéal que Sankara avait promu, tout ce qui peut les réunir dans la sincérité, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts? Non, pas directement, je n'ai pas eu de contact. Jean-Baptiste Ntama, le nouveau code électoral controversé, on a entendu par moments ceux de l'ancien régime qui dit que ce code comporte l'exclusion. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bien sûr que le code exclut. Bon, maintenant, c'est de savoir si c'est bien fondé d'exclure des gens ou de ne pas exclure des gens. Sinon, le code... Donc, tout de suite, vous admettez que le code exclut? Oui, c'est clair que le code exclut. Mais pas des partis politiques. Vous dites? Mais les insurgés disent que ce n'est pas des partis politiques, ce ne sont pas des partis politiques qui sont exclus, mais c'est des individus qui ont soutenu la modification de l'article 37. Oui, le code exclut, exclut des gens, ces gens ont soutenu du fait de leur parti. Je crois que ces gens qui ont soutenu du fait de leur parti, même si le code n'exclut pas des partis politiques, il exclut des gens qui ont soutenu un processus décisionnel du fait de leur propre parti. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce nouveau code électoral? Pas du tout, puisque je n'ai pas soutenu la modification de l'article 37 ou la révision de la Constitution dans son ensemble. Et puis, comme je dis, je ne fais pas partie de ces partis politiques qui étaient dans cette dynamique. Vous connaissez très bien les textes de l'Union africaine. Le CDP, le parti de Blaise Compaoré, a déposé une requête à la CEDEAO pour demander l'anticonstitutionnalité de ce code électoral. L'Union africaine, avec Ismaël Chergui, qui est le commissaire au Conseil du pays de sécurité, que certainement vous connaissez très bien, et était l'invité de Radio Omega cette semaine. Il a affirmé il a appelé les acteurs politiques à faire confiance aux juridictions internes. L'Union africaine n'a aucune raison de rejeter ce nouveau code électoral. Est-ce que ces propos, comment vous les prenez? Une fois de plus, cela pose la question même des pouvoirs de l'Union africaine. Comme je n'ai pas arrêté de le dire à chaque fois que j'ai eu l'occasion, l'Union africaine n'a pas d'autorité supranationale. Il lui arrive de donner un avis politique ou un avis à un État, mais ça ne reste qu'un avis. Ce n'est pas une décision à caractère contraignant, parce que justement, les mécanismes de décision au sein de l'Union africaine ne donnent pas encore cette autorité à la Commission. Et donc, ça ne m'étonne pas que le commissaire Chergui, qui est le commissaire chargé de la paix et de la sécurité, renvoie la question devant les juridictions burkinabées, parce que, comme je l'ai dit, l'Union africaine n'a pas cette autorité. Et c'est dommage parce que l'Union africaine, en tant qu'institution, existe et que les peuples africains ont des attentes par rapport à cette union. Mais comme malheureusement l'union n'est pas encore arrivée à un niveau où elle peut prendre ce genre de décisions, les peuples africains ne peuvent qu'en être déçus. Et donc, ce qu'Ismaël Chergui dit aujourd'hui engage l'Union africaine? Bon, je ne dirais pas que ça engage l'Union africaine parce que il l'a dit, s'il l'a dit, c'est une autorité de l'Union africaine, donc il peut parler au nom de l'Union africaine. Mais ce que moi je retiens, c'est que pour avoir été de l'Union africaine, je vous dis que ce n'est pas facile dans la mesure où il y a des dysfonctionnements au niveau institutionnel dans cette organisation liés au fait que la souveraineté nationale reste très très prépondérante dans le processus décisionnel. Jean-Baptiste Ntama, dans les textes également adoptés par le CNT, il y a le statut des militaires. Le CNT dit désormais, cette loi dit désormais que quand on est de l'armée et on veut faire la politique, il faut démissionner. On ne parle plus de mise en disponibilité. Votre appréciation de cette loi? Bon, moi, comme je ne suis plus membre de l'armée, bon, je considère que ce statut ne me concerne pas. Mais sur le principe, je trouve que il y a une sorte d'acharnement contre l'institution militaire parce que pour moi, il n'y a pas que l'armée qui
représente comme institution, du moins, il n'y a pas que l'armée qui existe comme institution au sein de laquelle les membres de la dite institution devraient observer une certaine réserve ou une certaine neutralité par rapport à la situation politique dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je dis bien dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il existe d'autres corps, d'autres institutions dans notre pays qui sont assujettis à ce même principe. Si on estime qu'il y a nécessité de prendre de telles mesures vis-à-vis de ces institutions-là, on prend ces mesures à l'endroit de toutes les institutions qui sont dans cette même situation, plutôt que de cibler une seule institution. Je dois vous dire que... Mais dans plusieurs pays, on a vu l'armée qui est très loin à distance de la politique. L'armée, loin de la politique, je veux dire qu'aujourd'hui, l'armée ne fait pas un coup d'État. Quand les armées dont vous parlez qui sont loin de la politique, n'empêche qu'il y a des officiers ou des anciens officiers de ces armées qui occupent des fonctions politiques et qui participent à la vie de leur nation. Je pense que nous devrions nous mettre dans un schéma où on ne stigmatise pas un corps particulier dans un pays, mais que l'on recherche toujours pour le Burkina Faso les meilleurs Burkinabés qui peuvent contribuer à la gestion du Burkina. Est-ce que dans le rapport de Mayeb que vous avez présidé, est-ce qu'il est ressorti dedans cette question de l'armée burkinabé, peut-être dans la politique, son engagement ou pas? Non, il est clair que nous devons évoluer et selon les principes, toute armée doit être républicaine, c'est-à-dire une armée subordonnée aux institutions civiles qui dirigent le pays, une armée subordonnée à l'autorité civile qui dirige le pays, une armée au service de la République et non au service d'un individu ou d'un pouvoir politique. Cela est clair, ce sont des principes recommandés, ce sont des principes que l'on exige. Et cela avait été souligné dans le rapport du Mayeb. Mais comme je dis, n'oubliez pas que le militaire est un civil en tenue. Et quand il se détache de l'armée, il est libre de mener les activités qu'il juge utile de mener, pour peu que, comme je le dis, il n'entraîne pas l'institution dans le processus politique. Et c'est ça la réalité. Sinon, même les plus grandes démocraties, comme je vous l'avais dit la dernière fois, n'excluent pas les militaires du jeu politique. Bien au contraire, l'armée est un passage obligé, même pour certains pays comme les États-Unis. Il faut avoir quand même accompli son service militaire pour prétendre diriger les États-Unis. La raison est simple, c'est que c'est dans l'armée qu'on donne au moins la preuve de son patriotisme, de son attachement à la patrie. Et c'est dans l'armée aussi que toute trahison vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la patrie, est sanctionnée par la décision suprême qui est qu'on est passible de la peine de mort. Le Premier ministre Isaac Zida, devant le Conseil national de la transition, a réaffirmé que la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, n'est pas à jour. Oui, je l'ai déjà dit, le régiment de sécurité présidentielle est un corps d'élite et la question qui s'était souvent posée dans notre pays, c'est l'utilisation qu'on a fait du régiment de sécurité présidentielle. Aujourd'hui, il faut travailler à réorienter ce corps de manière à ce que ce corps puisse être au service de la République, au service des institutions. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour la dissolution du RSP? Je ne vois pas l'utilité de dissoudre le RSP. Il peut y avoir des individus au sein du RSP qui ont été coupables d'actes répréhensibles qui peuvent être mis à l'écart, mais l'institution en tant qu'institution doit rester parce que nous sommes dans un environnement sécuritaire complexe qui exige beaucoup de professionnalisme et beaucoup de spécialisation. Et le régiment de sécurité présidentielle, qui fait partie de notre armée, qui est l'une des armées les mieux organisées d'Afrique, a un rôle à jouer dans ce cadre-là. Nous tirons vers la fin de cette émission. On va parler de cette loi, cette disposition de la loi du nouveau code électoral qui interdise les médias à partir du 21 juin de couvrir toute activité politique déguisée. Bon, la problématique ici, qui de mon point de vue sera une quadrature du cercle, c'est de pouvoir donner le contenu que l'on veut donner à cette notion d'activité politique déguisée. Qu'est-ce que nous appelons activité politique déguisée? J'ose croire ou j'ose espérer que le Conseil supérieur de la communication va nous donner une définition
compréhensible et raisonnable et rationnelle de cette notion d'activité politique déguisée. Autrement dit, on va se retrouver dans une situation où l'ensemble des acteurs de la presse et les partis politiques seront dans l'embarras. Autre question d'actualité, c'est que la semaine aussi, on a appris que plus de 116 Burkinabés ont été secourus sur les côtes gabonaises et qu'ils seront sur le champ d'être rapatriés au Burkina Faso. Ce sont des migrants clandestins. Vous, aujourd'hui, comment vous vivez cette situation? Je crois que c'est une question qui n'appelle pas à une réponse simple parce que il y a d'abord la responsabilité au niveau national. Je crois que si le Burkina créait les conditions pour que sa jeunesse accède à l'emploi, il n'y aura pas de raison que des jeunes Burkinabés choisissent l'aventure ou choisissent d'aller vers des horizons incertains à travers ce phénomène d'immigration. Ça, c'est le premier point. Donc pour nous, il s'agira de créer les conditions pour que chaque Burkinabé ait sa place au Burkina, chaque Burkinabé ait envie de rester au Burkina et n'ait pas envie d'aller ailleurs pour chercher de quoi subsister parce que ce qui est offert sur place ne lui permet pas cela. Le second aspect, c'est que c'est dommage que du point de vue de ma perception panafricaniste, c'est dommage que nous vivons aussi ces images d'Africains qui sont refoulés par d'autres pays africains, alors que nous devrions nous mettre dans une dynamique où la liberté de mouvement de nos compatriotes, la libre circulation des personnes, des biens et des services devrait être une réalité sur ce continent africain. Et si c'était une réalité, il n'y aurait pas eu de problème à ce que des Burkinabés aillent ailleurs. Mais donc, il faut travailler à rendre l'intégration africaine une réalité pour que les Africains puissent réellement jouir de cette liberté de circulation, de cette liberté de mouvement, parce que cela n'apportera que un plus à nos pays sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Une autre question, c'est qu'on a appris également que Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, demanderait à François Hollande de demander aux autorités burkinabées de lui restituer son passeport diplomatique burkinabé. Vous, en tant que diplomate aujourd'hui, comment vous voyez cette demande? Bon, le président Compaoré, bon, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Je ne pourrais vraiment faire un commentaire là-dessus, mais je sais que il est ancien chef d'État et il y a un statut qui concerne les anciens chefs d'État. Je ne sais pas comment les autorités de la transition gèrent ce statut-là en rapport avec la situation particulière de Blaise Compaoré. En tant qu'ancien chef d'État, si son statut lui confère certains droits et que jusque-là, aucune décision de justice n'a remis cela en cause, je me dis qu'il doit avoir le droit de bénéficier de cela, puisque tout est toujours question de justice. Jean-Baptiste Natama, vos relations avec les autres hommes politiques burkinabés, ceux qui ont été des acteurs de l'insurrection des 30 et 31 octobre dernier. Vous parlez des hommes politiques burkinabés dans leur ensemble ou vous Dans leur ensemble. Oui, dans leur ensemble. Ce sont des gens que j'ai connus à diverses occasions, dans diverses étapes de ma vie et je n'ai jamais eu d'animosité particulière vis-à-vis de qui que ce soit. Et aujourd'hui, actuellement, comment vous vivez cette atmosphère de candidat déclaré à la présidentielle à venir? Jusque-là, je n'ai pas reçu de la part d'eux une réaction quelconque, donc je me contente de poursuivre mon petit bonhomme de chemin. Et vos relations avec Djibril Bassolé? Sont des relations que, comme je vous ai dit, chacun d'entre eux, Djibril Bassolé était un de mes aînés au Britannique militaire de Kadiogo. Bon, et puis on s'est beaucoup frotté aussi sur le terrain de la diplomatie. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas de relations particulières. Éventuellement, si il doit y avoir un second tour à la présidentielle, vous serez libéral ou vous serez de gauche, les socialistes, du moins, ou sankaristes? Rappelez-vous que ce n'est pas moi le candidat, c'est le collectif qui m'a appelé pour être son candidat.
Donc c'est le collectif qui aura la charge de définir les alliances qu'il veut tisser avec qui que ce soit. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'émission Dimanche Politique. Aujourd'hui sur Radio Omega, Dimanche Politique, il recevait Jean-Baptiste Natama. Je vous le disais en début d'émission, ancien directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine. Jean-Baptiste Natama est un ancien officier supérieur de l'armée burkinabé également. L'homme a fait aussi une carrière diplomatique et c'est un écrivain, auteur de plusieurs œuvres. Et merci à Jean-Baptiste Natama. Merci à vous également qui êtes resté à l'écoute de cette émission. Did you